pause pour une durée qui n'excédera pas 30 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Finances, c'est pas ça que je veux, voilà. Madame le rapporteur général, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder et débattre le projet de loi de finances 2016, qui est, Monsieur le ministre, votre dernier budget complet du quinquennat. C'est le dernier budget primitif d'une année complète. C'est votre dernière chance pour cette majorité de mettre en œuvre votre stratégie économique. La question que je me pose d'ailleurs à ce stade, c'est avez-vous une stratégie? Et quelle est-elle? Les revirements, les renoncements qui ont émaillé la préparation de ce budget marquent l'absence totale de cap de ce gouvernement. Mais vous, Monsieur le ministre, vous parlez de sérieux budgétaire. Quelle constance! Moi, le constat que je fais, c'est que ce texte incarne les travers d'un pouvoir à bout de souffle, incapable de redresser la situation dont il porte l'entière responsabilité, contrairement à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure. Notre économie paie encore les erreurs des 2 premières années de votre quinquennat, au cours desquelles les hausses massives de prélèvements ont anéanti toute perspective de reprise durable en France. Ce budget marque à nouveau l'éclatement de votre majorité. À travers ce texte, le gouvernement adresse une fin de non-recevoir à ces frondeurs qui voulaient, eux, un changement de politique budgétaire. Aurons-nous, Monsieur le ministre, un débat ouvert sur le sujet? Ce budget est à l'image du quinquennat. Il est mensonger, il est irresponsable et il est insoutenable. Ah oui, rien que ça. Mais je vais vous le démontrer. Budget mensonger. Les prévisions sur lesquelles repose cette loi de finances sont clairement surestimées. Monsieur le ministre, vous avez, lors de la présentation de ce texte en commission des finances, assuré que ce budget 2016 était bâti sur du solide. Nous n'avons pas la même conception du solide. Je ne bâtirai pas ma maison sur du sable. C'est le budget de la France que vous avez bâti sur du sable. Vous avez également dit une exécution 2015 qui s'annonce en ligne avec nos attentes et des prévisions de croissance prudentes pour 2016. Le Haut Conseil des finances publiques ne semble visiblement pas partager cette opinion. Il estime que l'hypothèse de croissance de 1,5 ne peut plus être qualifiée de prudente. Il explique que l'environnement économique est plus qu'incertain compte tenu du ralentissement en Chine et des difficultés dans d'autres pays émergents. Je crois que c'est une première réalité, vous n'en avez pas tenu compte. Le Haut Conseil des finances publiques a également pointé des risques significatifs sur les objectifs d'économie affichés par le gouvernement. Mais j'y reviendrai plus longuement. Et par ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques craint un dérapage des dépenses. Hors inflation, votre gouvernement table sur une croissance de 0,3% en volume de la dépense publique après une progression de 0,9% cette année. Un objectif jugé par les sages particulièrement ambitieux, sachant que les économies doivent couvrir à la fois les baisses d'impôts, la baisse des cotisations sociales, les dépenses nouvelles et devraient permettre de diminuer le déficit structurel. C'est vous dire. Enfin, alors que le gouvernement a mis l'accent sur son plan d'économie de 50 milliards d'euros pour 2015-2017, le Haut Conseil a pointé la multitude de dépenses nouvelles annoncées par votre gouvernement. Les effectifs de sécurité, le service civique, les contrats aidés, les aides au monde agricole, les aides aux migrants, l'aide à l'investissement local, sans que les économies prévues pour les financer soient détaillées. C'est une des raisons qui justifie cette motion de renvoi en commission. Votre budget est mensonger car il sous-estime les annonces de l'INSEE relatives à la croissance. En effet, le 14 août dernier, l'INSEE a annoncé une croissance nulle au 2e trimestre 2015, l'un des plus mauvais chiffres d'Europe. Monsieur le ministre, vous avez pourtant essayé de minorer ce résultat en déclarant que la France est en reprise d'activité, en reprise de croissance. Nous connaissons votre optimisme, mais il ne suffit pas d'annoncer des prévisions
pour changer les réalités. Si l'objectif de 1% de croissance reste statistiquement à portée de main pour 2015, ce n'est pourtant pas avec une telle reprise que la deuxième économie de la zone euro pourra rebondir. Le chômage risque de rester durablement très élevé, notre modèle social sera toujours financé par la dette. La croissance serait d'ailleurs bien plus mauvaise si nous n'avions pas bénéficié de soutien macroéconomique majeur, avec des taux bas, un euro faible et le contre-choc pétrolier inédit depuis 35 ans. Ce cocktail a d'ailleurs permis d'alimenter le feu de paille du premier trimestre 2015 avec une croissance à plus 0,7%. Monsieur le ministre, vous devez vous attaquer aux principales raisons de cette croissance molle. Le manque de confiance dans le cap suivi, le poids des prélèvements et des dépenses publiques et l'absence de réforme de fond de notre système d'État-providence. Enfin, votre budget est mensonger car il prévoit d'une part la création de 3 nouvelles taxes pour le financement des centres techniques industriels, l'augmentation de taxes existantes pour le financement de l'aide juridictionnelle et de l'audiovisuel public. Alors même, dois-je vous le rappeler, que le président de la République avait promis qu'il n'y aurait plus de nouvelles taxes ni de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat. Alors c'est vrai que c'est un peu détourné, ça ne concerne pas tous les Français, mais il y a dans ce projet de loi de finances de nouvelles taxes, c'est indéniable. Donc c'est un mensonge. Plus grave encore, ce budget 2016 est totalement irresponsable au regard des mesures fiscales qu'il contient. Un budget irresponsable car il prévoit quelques baisses d'impôts qui n'effaceront pas la frénésie fiscale des premières années de ce quinquennat. Et je parle bien de frénésie fiscale. Depuis 2012, les ménages ont consenti près de 10 milliards d'euros de hausse d'impôts au seul titre de l'impôt sur le revenu, à travers la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, l'abaissement du plafond de l'avantage fiscal retiré du quotient familial de 2 336 € à 1 500 €, la fiscalisation de la participation des employeurs aux complémentaires de santé, la fiscalisation des majorations de pensions pour charges de famille, la poursuite en 2013 du gel du barème de l'impôt sur le revenu que vous aviez condamné en 2012, mais que vous avez reconduit en 2013, l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des revenus du capital et la création d'une tranche à 45%. La seule chose que vous avez améliorée, c'est que vous avez substitué le bouclier fiscal au plafonnement de l'ISF, le bouclier fiscal de l'ISF au plafonnement, et là, effectivement, les hauts contribuables ont plutôt bénéficié de votre générosité sur le sujet. Cette annonce présidentielle de réduction d'impôt sur le revenu apparaît comme une promesse électoraliste. La chronologie parle d'elle-même. Le 14 juillet dernier, c'est très récent, le président de la République conditionnait une baisse d'impôt pour les Français en 2016 aux possibilités économiques de notre pays et à un accroissement de la croissance. J'ai repris textuellement les termes du président de la République. Il l'a répété dans une interview le 20 août dernier. Il est suivi, le président de la République, dans ses propos. Finalement, cette condition a été levée dans une grande confusion quelques heures après, lors d'un déplacement qu'il avait effectué. Puisque la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez quelques nouvelles taxes et que la baisse d'impôts arrive, alors que la croissance n'est pas au rendez-vous et que les possibilités économiques, on ne peut pas dire qu'elles soient merveilleuses. Hasard du calendrier, cette annonce surprise du chef de l'État est intervenue à la veille de l'université d'été du Parti socialiste, alors même que les dissensions au sein de la majorité sont grandes sur la politique budgétaire, voire sur la politique en général. Fin juillet, le Bureau national du Parti socialiste a adopté un rapport recommandant de réorienter une partie des aides aux entreprises du pacte de responsabilité, 41 milliards, vers les ménages et vers l'investissement public. François Hollande multiplie les gestes démagogiques pour préparer 2017. Si la réduction de la pression fiscale doit être un impératif pour redresser le pays, encore faut-il s'en donner les moyens. Or, le chef de l'État redistribue à crédit
alors même qu'il n'a pas su restaurer les conditions d'une reprise durable. En réalité, la majorité n'engage pas d'efforts de rigueur complémentaires ou supplémentaires. Elle finance ce geste uniquement par la dette. Cette annonce traduit l'extraordinaire légèreté du gouvernement en matière fiscale, qui décide de hausse ou de baisse en fonction des nécessités politiques du moment ou de l'après-moment. On voit bien qu'il y a là une annonce avant les élections régionales, et quand on est en train de préparer les échéances de 2017, c'est très clair, ça paraît évident. Cette baisse de l'impôt sur le revenu de 2,1 milliards pour 8 millions de foyers fiscaux soulève la question de son hyperconcentration. Bercy a d'ailleurs précisé que 500 000 foyers sortiront du champ de l'impôt et qu'autant de foyers n'y rentreront pas. Effectivement, sortir 1 million de foyers fiscaux, 500 000 et 500 000, c'est quand même assez conséquent. Et le risque, le principe fiscal de la France, il y a deux principes dans la fiscalité. C'est la progressivité de l'impôt et c'est aussi sa familiarisation. Vous avez réussi à casser la familiarisation avec les mesures que vous avez prises dans le passé. Et aujourd'hui, vous cassez la progressivité de l'impôt. Ce n'est pas acceptable. Et vous réduisez tellement la tranche, la partie des gens imposables, que forcément, les revenus moyens et les revenus supérieurs sont d'autant appelés à contribution. Force est de constater que les gestes fiscaux de ces dernières années n'ont eu vocation qu'à diminuer le nombre de contribuables soumis à l'impôt. En 2015, seuls 46,4% des foyers fiscaux auront payé l'impôt sur le revenu au titre de 2014. Non, c'est en 2015, au titre de l'année 2015. Voilà. Cette mesure exclut une nouvelle fois les classes moyennes et moyennes supérieures, tout comme en 2014 et en 2015. Il s'agit des ménages gagnant plus de 3 000 € par mois pour un célibataire et 4 500 € par mois pour un couple soumis à imposition commune. Ce sont pourtant eux qui ont supporté les 3/4 des hausses d'impôts que vous leur avez assénées. Au-delà de 50 000 € de revenus nets annuels, soit 4 166 € par mois, un couple marié avec 2 enfants, sans complémentaire santé via l'entreprise, paiera plus d'impôts sur le revenu en 2016 qu'en 2012. Vous voyez que je suis capable de prendre une référence de 2012, monsieur le ministre. Sa facture sera alourdie de 159 € par an sur ces 4 années-là. C'est une erreur. C'est une erreur qui vous colle vraiment, qui marquera de sa marque profonde le sceau de cette époque. J'entendais tout à l'heure, lors des questions au gouvernement, que l'histoire retiendrait vos baisses d'impôts, vos baisses de déficit. L'histoire ne retiendra pas vos baisses de déficit. Ce que l'histoire va retenir, monsieur le ministre des Finances, c'est uniquement et exclusivement la pression fiscale insupportable que vous avez assénée aux Français. Et on vous l'a dit en 2014, on vous l'a dit en 2013, on vous l'a redit en 2014, on vous l'a redit depuis le début de l'année. Dans nos permanences, tous les députés de cette Assemblée nationale ont reçu des personnes âgées, des célibataires, des jeunes ménages avec enfants, avec des faibles revenus ou des revenus moyens, qui n'ont pas compris du tout quelle était la vision du gouvernement sur leurs revenus. Et ça, c'est inacceptable. En 2013, 3,7 millions de foyers fiscaux, c'est-à-dire 10% du total, ont payé 70% de la facture totale de l'impôt sur le revenu. Tout à l'heure, le président de la Commission des finances l'a très bien relayé. Vous prenez, avec cette disposition-là, un risque, parce que tous les exilés fiscaux sont perdus définitivement pour nos rentrées fiscales. Et ça, c'est un vrai danger, ce qui va provoquer à terme une certaine instabilité dans nos recettes fiscales. Depuis 2011, les recettes liées à l'impôt sur le revenu ont augmenté de 20 milliards, soit 35% de hausse. Autrement dit, comparé à 2011,
le même nombre de contribuables se partagent 20 milliards d'impôts supplémentaires. C'est ça la réalité. Les Français le comprennent bien, ils l'ont vu, ils l'ont mesuré. Quid de la justice fiscale? J'ai retrouvé vos premières déclarations. Les 3 premières années, on n'entendait parler que de justice fiscale, de justice sociale. On a mis la justice à tous les plats. Nous le dénoncions. Vous étiez trop dans la justice. Vous étiez surtout trop dans l'affichage de la justice. Parce que la vraie justice, ce n'est absolument pas ce que les Français ont ressenti. Ce ciblage incite les contribuables à quitter le pays, comme en témoigne l'augmentation du nombre de départs pour l'étranger de ménages dont le revenu est supérieur à 300 000 euros. 251 départs en 2011, 450 en 2012, 659 en 2013. Je n'ai pas à ce jour les chiffres de 2014 et encore moins ceux de 2015, mais j'imagine qu'on va vraiment vers une accélération de ce mouvement. Ces personnes-là, c'est des pertes de recettes, c'est de la consommation en moins, et ça ne va pas relancer justement notre croissance, parce que c'est une perte définitive pour nos finances et pour notre pays. L'impôt sur le revenu a d'ailleurs, consécutivement aux exilés fiscaux, a rapporté 7 à 8% de moins que prévu en 2013 et en 2014. Malgré les annonces de baisse d'impôts, le taux de prélèvement obligatoire va très peu refluer l'an prochain. Il passera de 44,6 à 44,5%. Ce phénomène s'explique par la montée en puissance d'impôts déjà votés, taxes carbone, augmentation de la contribution au service public de l'électricité, hausse des cotisations retraite. Pour financer ces mesures, le gouvernement annonce un plan de 16 milliards d'économies, aussi imprécise qu'hypothétique. Il prévoit par exemple un effort de 185 millions d'euros sur les aides au logement, pour 46 milliards dépensés pour le logement. L'effort sera partagé entre l'État et ses opérateurs. Les collectivités locales seront mises à contribution à hauteur de 3,5 milliards, les opérateurs 5,1 milliards, les régimes sociaux 7,4 milliards, dont 3,4 pour la seule assurance maladie. Je tiens à préciser qu'une grande partie des économies n'ont d'ailleurs pas été incluses dans le projet de budget. Elles devront, au cours du débat parlementaire, être compensées par des coupes dans les ministères. Les principales économies concernent toujours le prélèvement européen et les taux d'intérêt, qui sont des phénomènes extérieurs dont vous êtes, heureusement, les heureux bénéficiaires. Ce budget est irresponsable car il prévoit une baisse des prélèvements sur les entreprises de 9 milliards qui prendra effet tardivement. Depuis maintenant 3 ans, le gouvernement ne cesse de prendre des mesures dangereuses pour les entreprises. Les mesures anti-entreprises mises en œuvre depuis l'arrivée de François Hollande ont eu un impact désastreux sur l'emploi. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le gouvernement ne cesse d'envoyer des messages contradictoires aux entrepreneurs. Soit on accompagne les entreprises, soit on les matraque sans précédent depuis 3 ans. Fiscalement, bien entendu. À travers ce budget, les entreprises bénéficieront de 33 milliards en 2016, CICE et pacte de responsabilité. Toutefois, on peut s'interroger sur la capacité du gouvernement à tenir tous ses engagements pris pour 2017. Les allègements de charges prendront effet au 1er avril seulement. Ça a été expliqué par Monsieur le ministre des Comptes publics tout à l'heure. Au lieu du 1er janvier, c'est effectivement une économie d'1,3 milliard. C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure. Mais il a annoncé, le fait de retarder de 3 mois, c'est une économie, même si c'est qu'une seule fois, c'est bien une économie. Et il a annoncé, c'est un aveu, que c'était pour compenser les autres mesures qui avaient été annoncées. Il aurait pu le faire, vous auriez pu, et vous auriez dû le faire en même temps, c'eût été plus logique. Cette somme, 1 milliard, donc 300 millions, servira à financer les mesures annoncées en faveur des entreprises dans le courant de l'année, comme le suramortissement ou l'aide au TPE en faveur de l'embauche des apprentis. Il l'a confirmé tout à l'heure. C'est pour le gouvernement une façon de compenser le coût des mesures en faveur de l'investissement dans les PME. Mais ce report de 3 mois des allègements de cotisations sociales patronales est un très mauvais signal qui entame la confiance des chefs d'entreprise
dans la stabilité des choix politiques. On ne peut pas faire des annonces et revenir, mais de façon détournée, avec un décalage de 3 mois sur les annonces qui avaient été faites antérieurement. C'est volé. Enfin, ce budget est irresponsable en ce qu'il prévoit une baisse radicale des dotations aux collectivités locales. Ce projet de loi de finances pour 2016 entérine une troisième réduction successive des concours financiers de l'État aux collectivités, comme en 2015, 3,67 milliards d'euros. En 2016, ce montant sera égal à 33,108 milliards, en recul, le montant que vous apportez aux collectivités, en recul de 9,6% par rapport à 2015. C'est donc une diminution de 3,670 milliards. Cette diminution risque d'entraîner certaines collectivités dans des situations financièrement insoutenables. Je pense à certains départements aujourd'hui qui ne peuvent plus financer le RSA. Si vous vouliez bien, et ça serait intéressant que nous revenions en commission et que nous puissions étudier l'impact sur des mesures, sur 3 mesures phares. 3 mesures qui sont des compétences propres de l'État. Le handicap, la politique du vieillissement, l'APA, à domicile, l'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile, et la politique du RSA. Je voudrais que vous regardiez un petit peu sur les départements précisément quel est l'impact de ces mesures. Parce que déjà, depuis plusieurs années, on a un effet de ciseau, c'est-à-dire que l'État compense de moins en moins ces politiques-là, et en plus, aujourd'hui, vous leur coupez les dotations qui permettaient d'alimenter et de financer ces politiques qui sont des politiques sociales à destination de tous et qui sont une mesure de justice, puisque vous êtes attaché à la justice. Je trouve particulièrement injuste cette baisse d'un niveau inédit, sans concertation, ça vous a été suffisamment reproché, qui va de toute façon mettre à mal des budgets dans certaines collectivités. Alors vous pointez du doigt la gabegie financière. Effectivement, Monsieur le ministre, les premiers dépensiers des collectivités territoriales sont les moins impactés par vos baisses de dotation. Et c'est quand même assez paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure. Entamée en 2014, la baisse des dotations de l'État doit représenter sur 4 ans un manque à gagner de 28 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, dont près de 16 milliards d'euros pour les communes de France. Votre gouvernement ne semble pas mesurer l'impact négatif de cette baisse sur l'investissement des collectivités locales, qui représente, cela a été dit, 70% des investissements publics, qui soutiennent par ce biais massivement certains secteurs, je pense notamment aux bâtiments et aux travaux publics. Les dépenses d'urgence annoncées récemment consacrées aux aides aux réfugiés, aux agriculteurs, dont le montant est évalué entre 600 millions et 1 milliard, ne sont pas intégrées dans ce budget, pas lisible du moins. Ce budget est donc mensonger et irresponsable. Il s'avère également insoutenable au regard de son absence de perspective, de son incapacité à proposer des réformes de qualité capables de sortir notre pays de la crise économique dans laquelle il est plongé depuis trop longtemps. Selon les prévisions du gouvernement, le déficit public s'élèvera à 3,8% du PIB en 2015, 3,3% en 2016. Si l'objectif 2015 est pratiquement acquis, et je vous en donne quitus, Monsieur le ministre, celui pour 2016 semble difficilement atteignable. Le déficit du budget de l'État s'inscrira à 72 milliards d'euros contre 73 milliards l'année dernière. La réduction du déficit sera très modeste en 2015, 3,8% du PIB en 2015 contre 3,9% en 2014. Notre déficit public reste nettement supérieur à la moyenne de la zone euro. Je rappelle que la moyenne de la zone euro du déficit public, c'est 2,4 en 2014, 2,9 en 2013. L'Union européenne, c'est 2,9 points de PIB. Au regard de l'évolution de la dépense publique et faute de réformes d'envergure et courageuses, l'objectif au titre de l'année 2016 est quant à lui inatteignable. La France reste, Hervé Mariton a dit tout à l'heure, le malade de l'Europe. Je ne sais pas si c'est le malade ou le mauvais élève, mais la France, aujourd'hui, a un problème au sein de l'Europe quant à son niveau de déficit public. La réduction du déficit structurel
n'est que de 0,4% en 2015 et de 0,5% en 2016. Ces chiffres posent problème puisque la France sera en dessous en 2015 du minimum requis par le pacte de stabilité. Pour 2016, la France sera encore à la traîne de l'objectif assigné par nos partenaires européens. La France s'est pourtant engagée, et c'est un engagement de notre pays, nous en sommes tous comptables, auprès de la Commission, à réduire son déficit de 3,8 du PIB en 2015 à 3,3 en 2016. Les comptes n'y sont pas, monsieur le ministre. Si par souci de crédibilité, la majorité ne peut revenir sur ses objectifs de déficit public, il reste alors peu de paramètres à l'équation budgétaire sur lesquels elle peut intervenir, cette majorité. Le gouvernement ne veut pas revenir sur les baisses de charges aux entreprises, qui me paraît logique, même s'il y a une forte opposition à l'aile gauche du PS. La solution pourrait passer par des économies supplémentaires, mais quelles économies ? Le gouvernement doit trouver 5 milliards d'euros supplémentaires pour 2016 afin de respecter son objectif de réduction de la dépense publique, compenser ainsi les effets de la faible inflation. D'autant que vos économies sont promises, monsieur le ministre, mais elles ne sont pas toujours réellement documentées. Même la rapporteure générale l'a admis, mais l'a admis avec une honnêteté intellectuelle qui l'honore, madame la rapporteure. Un quart des économies promises en 2016 n'est pas totalement connu. Pas totalement connu. Alors que, dans le même temps, monsieur le ministre des Finances, vous parlez de ralentissement sans précédent du déficit et de la dépense publique. Ralentissement sans précédent de la dépense publique, mais ces précisions sur le niveau des économies de la dépense publique nécessiteraient un retour en commission pour que nous ayons des éléments plus précis. L'OCDE a baissé d'ailleurs sa prévision de croissance pour la France. Vous me direz 1,5, 1,4. Oui, mais enfin 0,1 au niveau du budget, quand on en a vraiment besoin, ça peut avoir des conséquences. Ce budget est insoutenable car à la fin du deuxième trimestre, la dette publique s'établit à 97,6% du PIB, soit 2105 milliards. Elle est en hausse de 16 milliards par rapport au trimestre précédent et ce niveau d'endettement à mi-année est déjà supérieur à celui que le gouvernement visait pour 2015, à savoir 96,3%. Ce budget est insoutenable car il prévoit d'augmenter les effectifs de l'État, ça a été rappelé, 8 304 postes de fonctionnaires qui vont être créés en 2016, une première depuis 14 ans. Puisque vous aimez citer les chiffres antérieurs, monsieur le ministre, je viens vous préciser qu'entre 2007 et 2012, c'est près de 150 000 postes de fonctionnaires publics d'État qui ont été supprimés. Vous voyez, les réalités sont quand même très différentes. Alors qu'ils étaient en baisse depuis 2012, François Hollande renonce à un engagement de campagne qu'il avait pris en disant « J'ai pris là-dessus tout engagement nécessaire, stabiliser les effectifs de la fonction publique d'État » dans un discours prononcé à Orléans le 9 février 2012. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Défense seront les principaux bénéficiaires. Les autres ministères verront la suppression de 3 939 équivalents temps plein, dont plus de la moitié porterait sur le ministère des Finances. Je voudrais revenir sur 3 articles, monsieur le ministre. L'article 14, la contribution des organismes aux finances publiques. Franchement, la contribution des organismes chargés du service public au redressement des finances publiques. C'est facile d'aller prendre dans la poche de tout le monde. Ce sont des opérateurs, on les taxe. Les agences de l'eau, 175 millions d'euros. Mais quand, dans vos communes, vous aurez des conduites en plomb ou des conduites à changer et que l'agence de l'eau ne sera pas en accompagnement, vous allez trouver là de réelles difficultés sur vos réseaux d'eau ou d'assainissement. Par contre, paradoxalement, il faudra que vous m'expliquiez, vous ne touchez pas au CNC, ni sur le fonds de roulement, ni sur le quotidien, sur le flux. Le CNC est totalement épargné. Je crois que c'est le seul organisme qui a dû ne pas avoir une purge, quelle qu'elle soit. Mais il y a quand même des organismes, et notamment je pense aux chambres de commerce,
que vous reponctionnez douloureusement cette année. Et puis, très honnêtement, sur l'article 11, je me suis demandé comment on faisait pour s'y retrouver. L'article 14, comment on faisait pour s'y retrouver. On doit avoir 51 alinéas à l'article 1. C'est vous dire. C'est vous dire. Il serait intéressant qu'on ait un chiffre global parce que personne ne s'y retrouve. Sur l'article 11, oui, Madame la Présidente, sur l'article 11, l'élargissement du fonds de compensation de la TVA, vous l'ouvrez aujourd'hui aux bâtiments, aux entretiens de bâtiments, aux travaux d'entretien dans les bâtiments. Mais sincèrement, bâtiments publics, mais sincèrement, ça veut dire que vous soutenez la filière bâtiment, mais la filière travaux publics, elle n'a pas besoin de soutenir aujourd'hui. Vous ne pensez pas que les baisses de dotation, elles ont impacté et la filière du bâtiment et la filière des travaux publics. Je crois qu'il faut, vous en avez pris conscience et c'est très bien. Concernant l'article 34, je ne m'étendrai pas. Là aussi, il faut revenir urgemment en commission des finances parce que vous engagez au prélèvement à la source. Très bien. Les modalités seront connues, on ne sait pas quand, et c'est pour 2018. Et vous insinuez quand même la notion de progressivité de la CSG. Tout cela n'est pas acceptable, manque d'éléments. Et pour toutes ces raisons, le groupe des Républicains demande le renvoi en commission de ces textes approximatifs. Et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cette motion. Merci Madame Dalloz. La parole est à Monsieur le ministre.